Gérald Darmanin, lui, était en Guadeloupe, où il a carrément instauré un couvre-feu pour les mineurs à partir de 20h. On va juste écouter les mots employés, parce que le maire de Pointe-à-Pitre disait notamment que sa ville était un coupe-gorge, qu'il allait démissionner tellement il n'en pouvait plus. Écoutez donc Gérald Darmanin. Une commerçante tuée lors d'un braquage mi-mars, des touristes blessés à l'arme blanche par une femme quelques jours plus tard. Le maire de Pointe-à-Pitre l'affirme, sa ville est devenue un vrai coupe-gorge. Avec un problème majeur, la délinquance des mineurs. Avant, c'était 12% de mineurs dans la commission des délits. Maintenant, c'est 38% des faits délictueux qui sont commis par des mineurs. Donc, le préfet a bien compris que si les enfants sont chez leurs parents la nuit, ils ne vont pas brûler 70 poubelles comme ils l'ont fait à Pointe-à-Pitre la semaine dernière. Instaurer un couvre-feu pour les mineurs, une solution validée par Gérald Darmanin. En déplacement à Pointe-à-Pitre, le ministre de l'Intérieur a annoncé sa mise en place à partir du début de la semaine prochaine pour une durée de 2 mois. On ne peut pas laisser des enfants de 12, 13, 14 ans avec des armes circuler à 22h dans la rue, sans prendre à des policiers, sans prendre à des touristes, sans prendre à des passants. Et donc cette mesure de fermeté est un rappel pour chacune et chacun que les mineurs sont sous la responsabilité des parents et que tous ceux qui seront après 20h en libre circulation seront interpellés et présentés bien évidemment à des sanctions. Une mesure forte qui fait réagir les habitants. Il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Les parents doivent aussi s'y mettre. Après ou avant 20h, ça ne changera rien du tout. Il y aura toujours des mineurs dehors, de toutes les façons. C'est une bonne idée, mais ça ne va pas changer grand-chose. Une série de mesures accompagneront le couvre-feu. Gérald Darmanin a également annoncé plus de caméras de vidéosurveillance et la mise en place d'opérations Place Nette pour lutter contre le trafic de drogue. Monsieur le préfet Aubois, ça marche le couvre-feu? C'est radical ou pas sur les mineurs? C'est pas très souvent testé. Donc, ce qui est vrai, c'est que les policiers, de temps en temps, ramassent des gamins de 11 ans, à 2h du matin dans les quartiers. Donc, ça serait pas mal non plus, de temps en temps, de rappeler aux parents que c'est pas normal qu'un enfant soit tout seul. On récupère même parfois des plus petits. Plus petits que 11 ans? Un gamin de 3 ans qui était parti de chez lui, personne s'en est aperçu. Donc, on est loin du Mais bon, moi, ce qui me surprend surtout, c'est qu'on prend des mesures à Mayotte et en Guadeloupe, dans nos beaux territoires d'outre-mer, et parce qu'il y a une sorte d'exception qui d'ailleurs me paraît pas très constitutionnelle, mais enfin peu importe, les juristes n'ont rien dit. Et par contre, on les prendra jamais en métropole, ce type de mesures. Je suis d'accord. Il y a une disproportion. Denis Jacob, ça marche le couvre-feu? Le couvre-feu, ça marche. Le couvre-feu, c'est une mesure d'exception. En général, c'est sous une situation d'état d'urgence. État d'urgence. Et la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était pour le Covid. Et là, exactement. Moi, je veux bien, de manière chirurgicale, là où il y a besoin. Mais honnêtement, est-ce que vous croyez un seul instant que les parents qui laissent leurs gamins à longueur d'année traîner les rues à minuit, 1h du matin, ça va changer quelque chose parce qu'il va y avoir un couvre-feu? Si les parents ne s'occupent pas des mômes, ils ne s'en occuperont pas plus. Il faut sanctionner les parents. Un état d'urgence. Alors que là, il y a une situation très particulière où on a des crimes, parce que là, on parle de crimes, des gamins qui ont tué. Bon, ça ne doit pas être la solution à tout, le couvre-feu. Je pense qu'il y a d'autres mesures à mettre en œuvre qui existent. Oui, mais ça permet peut-être de faire tomber la température, c'est pour faire calmer les esprits. La tension, calmer les esprits, rassurer. C'est pas pour autant qu'on va faire prendre conscience aux parents de la responsabilité qu'ils ont sur leurs gamins. Oui, il faut le faire appliquer. Il faut le faire appliquer, parce que ça veut dire aussi qu'il faut des policiers pour vérifier. Bien sûr. Toute la nuit. Toute la nuit. Le couvre-feu n'a de sens que s'il est appliqué très drastiquement. Si la plupart des jeunes se disent à tel endroit on peut se retrouver, il n'y a pas de problème, les policiers sont pas là, ça ne sert strictement à rien, et le jour où on veut le refaire, la mesure n'a aucun sens. Ensuite, je trouve que le deuxième sujet, c'est que très souvent les politiques, quand ils annoncent ça, pensent que c'est une fin en soi. Le couvre-feu, c'est un moyen ponctuel pour essayer de sortir d'une situation épouvantable à un moment donné. Ça a l'air d'être le cas. Mais ce n'est en aucun cas une solution. C'est pas une fin en soi, le couvre-feu. On va pas se dire non mais sinon. Non mais c'est un instrument à la disposition. Bien sûr, c'est un moyen, mais c'est pas une fin, c'est pas une finalité. Et donc en fait, tant qu'il n'y a pas de réponse politique qui sont apportées pour essayer de soigner le mal à la racine, comme pour reprendre les mots de Gabriel Attal, ça ne fonctionnera pas. Et le mal à la racine, c'est quoi le mal à la racine? Mais moi je pense que
ça reste toujours les questions de sanctions. On revient au même sujet. Il n'y a aucune place dans les centres éducatifs fermés. Vous ne pouvez pas incarcérer de gens parce qu'il n'y a plus de place de prison. Et quand des juges prononcent des mesures socio-éducatives, elles ne peuvent pas être mises en œuvre parce qu'il n'y a pas les gens pour assurer le contrôle. Donc, en fait, il n'y a rien qui marche dans la sanction. Donc, évidemment, pour les jeunes et pour les délinquants, tout est possible. Enfin, ils disent qu'il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. C'est pas ce que vous dites. Rien ne marche dans la sanction, en réalité, Michel Auboin. Pas rien, mais tout est sursaturé. En vérité. Tout est à saturation totale. Ce qui est vrai, c'est que c'est difficile aujourd'hui de prendre une sanction. On a besoin de centres éducatifs, ça c'est clair, on n'en a pas. Les ASE, l'aide sociale à l'enfance sont complètement saturées. Donc elles sont saturées pourquoi ? Pourquoi elles sont saturées, les ASE ? Parce qu'après tout, on a le droit aussi de mettre... Il y a des mineurs qui sont en prison à Fleury-Mérogis. Vous avez un quartier de mineurs avec des jeunes de 14 ans dedans. Mais en fait, c'est très vite saturé. Pourquoi elles sont saturées, les centres de l'aide sociale à l'enfance ? Parce qu'on n'a pas voulu construire, quoi. On n'a pas voulu faire... En fait, on a toujours peur d'afficher... Moi, je l'ai vu sur les centres de rétention administrative. Hein, on en a un sur... Il en faudrait 10 fois plus pour arriver à mettre tous les gens en rétention, tous ceux qui devraient y être. Et on ne le fait pas parce qu'on a peur d'afficher qu'on va faire des centres de rétention administrative. On n'arrive pas à construire de prison en France. Oui, bien sûr, parce que personne ne veut des prisons à côté de chez soi. Oui, mais avant, il y avait des mesures. On pouvait négocier avec un maire, on pouvait lui donner des crédits, on pouvait dealer. Tout ça a disparu, ça n'existe plus. Il y a ça, et Monsieur le Préfet a entièrement raison, c'est que malheureusement, afficher un excès d'autorité, ce sera un reproche d'autoritarisme. Donc, oui, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire des discours pour dire la République est là, vous protège et plus jamais il y a un prof qui se fera assassiner. Vous ne pouvez pas dire annoncer le plan. Et de l'autre côté, effectivement, je rejoins ce que je regarde Éric Nolot parce que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Et derrière, dès qu'il s'agit de vous êtes face à l'épreuve des actes. À chaque fois, il y a des renoncements. Sur le plan de construction, sur l'engagement d'Emmanuel Macron du plan de construction de places qui avait été fait lors de la campagne de 2017, l'annonce était 15 000 places avant la fin de son quinquennat. On est à 2644 places. Tout est là. Les gens sont favorables. À la construction de prisons. Mais pas à côté de chez eux. Oui et non. Éric Nolot, un dernier mot. L'équation est impossible à résoudre puisqu'on veut appliquer des mesures cosmétiques à une situation hors de contrôle. Là, c'est hors de contrôle. Mayotte, par exemple, c'est une situation hors de contrôle. Il faut écouter les élus qui vous disent... Enfin, là, c'est même pas coupe-gorge, il faut employer d'autres mots. Et on est en train d'avancer vers cette situation, même en métropole. Donc, tant qu'on ne prendra pas des mesures exactement aux dimensions de cette situation hors de contrôle, rien ne changera. Le couvre-feu, pourquoi pas ? Mais enfin, on voit bien que ça ne va pas changer les choses. Ça va pas changer. Oui, monsieur Jacob, dernier mot, parce que je voudrais qu'on parle de la France insoumise. Je suis désolé, mais quand on a fait de Mayotte le 101e département, on savait déjà à quel problème on allait être confronté avec l'arrivée des Comores. On n'en a pas mesuré l'ampleur, je pense. L'arrivée des Comores pour lesquels la France paye énormément pour qu'ils gagnent. Un dernier mot sur la réunion que devait tenir Jean-Luc Mélenchon et la colistière de la France Insoumise, Rima Hassan, à Lille. Elle a été interdite par la préfecture du Nord. Éric Nolot, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la République bananière que serait devenue notre pays. Et Emmanuel Macron, qui est à Bruxelles, affirme qu'il souhaite que chacun puisse exprimer sa voix, de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour, parce qu'on rappelle que Éric Zemmour aussi, une réunion de la droite nationaliste avait été interrompue à Bruxelles. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis d'accord, c'est-à-dire que les deux interdictions me mettent mal à l'aise, même celle de la France Insoumise, que je ne porte pas dans mon cœur, comme chacun sait. Ce qui me met encore mal à l'aise, parce que là, je deviens un peu ambivalent, c'est que ces gens-là ne respectent pas eux-mêmes les règles, et s'ils peuvent faire interdire un meeting du camp opposé en organisant le bordel et en créant le soupçon de trouble à l'ordre public. Donc je trouve que ce sont des mauvais joueurs. Maintenant, essayons d'être meilleurs joueurs. Moi, je souhaiterais que cette réunion puisse se tenir. Oui. Alors, on va juste écouter Emmanuel Macron et je vous passe la parole, Michel Auboin. Je pense que c'est très important dans les moments que nous vivons que l'ensemble des voix puissent s'exprimer de manière libre et qu'après, chacun puisse combattre les arguments qui sont exprimés librement. Je ne partage pas la vision des choses ni sur le conflit au Proche-Orient, ni sur beaucoup de choses de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. Et c'est la même chose pour M. Zemmour. Et je pense que ça a toujours été la force de la République, c'est de nous battre pour que toutes les voix puissent s'exprimer, toujours dans un cadre respectueux, mais qu'elles puissent s'exprimer. Quand bien même nous combattons leurs idées, mais on le fait d'argument à argument.
Moi, c'est vraiment ce que j'ai dit hier sur la liberté d'expression. C'est pour tout le monde ou c'est pour personne? Donc c'est pour tout le monde. Le président a plutôt raison. Ensuite, il y a juste quelque chose que je ne m'explique pas, c'est que le préfet du Nord, quand il décide d'interdire le rassemblement de Jean-Luc Mélenchon, il ne le fait pas tout seul. C'est tellement sensible que tout ça est validé par Paris. D'accord. Alors, en même temps, donc c'est un jeu de dupes. Je trouve très bizarre que le président de la République désavoue le préfet du Nord, à qui manifestement il a demandé. On a demandé d'interdire la réunion de Mélenchon. Ouais. Donc il y a quelque chose de très troublant. Et ensuite, je serais curieux de voir la décision qui sera prise pour l'organisation de la manifestation de dimanche à Paris, qui est organisée par ceux, vous vous souvenez, les organisateurs, le CCIF, qui avait organisé les manifestations. Il a été dissous. Officiellement contre l'islamophobie. Et bien voilà, les mêmes à peu près organisent une manifestation dimanche prochain. On verra si elle est interdite avec un concert où vous aurez Médine, Assa Traoré, des députés de la France Insoumise. On verra Eric si Nolot, cette manifestation un dernier mot. Ce qui est important, c'est que le bourgmestre à Bruxelles, lui, a donné une raison politique à l'interdiction. Oui. Il dit l'extrême droite n'est pas bienvenue. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Mais c'est fait désavouer par le Conseil d'État. Oui, absolument. Lui-même étant proche de l'extrême droite turque, puisque c'est un maire qui est proche. Allez, merci à tous. Merci Denis Jacob, M. Auboin, Louis Dragnel, M. Ferjou, Mme Salman et Eric Nolot. Merci à vous, chers amis auditeurs d'Europe 1. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter.